Donc, première partie, qu'est-ce qu'un journal à l'ère du numérique? Vous avez tous lu donc la une de Libération, nous sommes un journal. Mais cette question, bon, c'est une belle affirmation, mais il faudrait sous-titrer cette information, pas seulement par un négatif, mais dire aujourd'hui, alors que l'information est disponible partout, à tout moment, elle est disponible, répétée, surrépétée, agrégée par des agrégateurs de contenu, Yahoo, Google et autres. Qu'est-ce que c'est cette information et quelle est sa valeur de cette information? Est-ce que c'est une information qualifiée, une information vérifiée, explicitée, expliquée, suivie? Quelle est la valeur de cette information à l'heure de l'Internet? Et ça nous amène à une deuxième question. Qu'est-ce que on va aujourd'hui avoir, non pas un support, mais une multiplicité de supports? Et on a la presse qui, pendant toute une période, a multiplié, a mis des articles, on en discutait hier avec quelqu'un de Libération, a mis ces articles sur le papier, une partie sur le web, mais on l'a gardé pour quand ça venait du papier, on a mis en espace abonné sur le web, ainsi de suite. Quelle place, quelle existence d'un journal sur le papier, sur le web, sur tablette, et avec l'ensemble des moyens d'expression, Facebook, Twitter, de traitement de l'information qui sont aujourd'hui offerts par le numérique. Et ça nous amène à dire quelle offre ces différents supports vont proposer au public. Et ces publics, ils sont vus comment? Parce que c'est un acteur essentiel. On peut dire que c'est la grande masse qui parle, qui colporte, qui fait du bruit, mais ça peut être aussi un lecteur, acteur, citoyen, à qui on a envie de faire savoir, mais ça peut être aussi vu comme un lecteur, consommateur, dont le panier moyen doit être le maximum et optimisé. Donc autour de ces questions-là, je vous propose qu'on fasse un premier tour de table et qu'à partir du poste d'observation que sont les expériences de chacun de nos invités, on puisse observer aussi bien ce qu'est un journal que ce qu'est un lecteur et un destinataire de cette information. Je propose de commencer par François Venet, donc Mediapart, le club de Mediapart, les lecteurs, l'approche. Oui, bonsoir. Peut-être juste un mot, parce que Mediapart va fêter la semaine prochaine ses 6 ans. Donc juste pour vous faire un état des lieux rapide, nous sommes aujourd'hui, vous savez que Mediapart a à la fois un modèle éditorial qui est assez particulier et un modèle économique qui, quand on s'est lancé, était totalement atypique, puisque tout le monde avait crié casse-cou. C'est un modèle payant par abonnement. Donc nous sommes aujourd'hui à 84 000 abonnés individuels payants. Je n'y ajoute pas l'équivalent de quelques milliers d'abonnés que sont des médiathèques, des bibliothèques, des collectivités locales, des entreprises. Bon. Voilà, donc on est vraiment sur ce qui constitue 96% de nos ressources aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de publicité, c'est-à-dire le lecteur payant abonné mensuel, 9 ou 5 euros par mois. On est environ ça dépend évidemment des jours, entre 200 et 400 000 visiteurs uniques par jour, ce qui veut dire d'abord que, évidemment, comme un journal papier, un abonnement circule et est utilisé par plusieurs personnes à la fois, et que donc on a un lectorat bien plus large que ces 84 000 abonnés individuels. Voilà, et enfin, pour terminer cette très rapide présentation, 2013 a été notre 3e année largement bénéficiaire, puisque, pour vous donner les 2 chiffres principaux, on a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net de 900 000 euros. Voilà donc Mediapart, 6 ans après, d'un point de vue strictement comptable, où nous en sommes. Alors, l'intitulé de ce débat, j'allais dire, ne m'arrange pas, mais parce que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Je pense que, puisqu'on est pour l'essentiel entre journalistes, il y a quand même ce vieux principe qui est les journalistes ne croient jamais à ce qu'ils écrivent. Et c'est assez déplorable. Parce que ça fait quand même 10 ans que nous utilisons tous la formule révolution numérique. C'est une formule qui est devenue d'une banalité extrême, c'est la tarte à la crème. Et du coup, on oublie d'en prendre la mesure.
Et on oublie de penser que quand il y a révolution, eh ben, l'urgence est évidemment de renverser les tables. Or, notre profession, collectivement, et on en parlera également capitalistiquement, en termes de Jean en parlera mieux que moi, a tout fait sauf renverser les tables. Et je pense que ça explique largement la difficulté dans laquelle collectivement nous nous retrouvons tous aujourd'hui. Moi, il y a 6 ans, quand on m'interrogeait, je disais, mais voilà, un média n'a jamais tué le précédent, vous savez, le truc, la presse, la télé, la radio, la télévision, et tout ça continue et survit. Et c'est très bien, et c'est une évidence, et donc le quotidien papier n'est pas menacé. C'est ce que je disais il y a 6 ans. Aujourd'hui, je dois dire, surpris par la vitesse des bouleversements, par la vitesse des changements d'usage, je dirais peut-être presque surpris, enfin non pas surpris, mais la composition de notre salle, je ne connais pas aujourd'hui un jeune de moins de 30 ans qui lit un journal papier, où il le lit de manière très exceptionnelle, très infidèle, mais en tous les cas, il n'a absolument pas le rapport qu'on a tous eu avec ce qu'était un quotidien papier, qui était ce rapport extrêmement fort, intime, affectif, de tous les matins, on commençait notre journée par la lecture de ce quotidien qui était vraiment le principal mode de socialisation. Moi, aujourd'hui, je suis très sceptique sur l'avenir des quotidiens papier. Pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons éditoriales. On a pu tous constater qu'une bonne partie de la parole ces dernières années, et des patrons de presse et des directeurs de rédaction, a été de dire non, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le web va faire le flux, etc. Et puis le papier viendra derrière, dans sa grande majesté, nous offrir les éléments d'analyse, de background, de perspective, etc., etc. Or, moi, ce que je constate, et comment dirais-je vraiment très sincèrement, c'est au-delà de tout ce qu'on imaginait quand on a lancé Mediapart. Ce que je constate, c'est que le web est aujourd'hui le lieu privilégié du journalisme de qualité. Vous faites aujourd'hui, avec les outils du web, avec les modes d'écriture, les modes de traitement, un journalisme d'une richesse invraisemblable par rapport à ce que peut être une offre papier. On a tous connu l'horrible frustration du t'as 2 feuillets et demi, t'as 3 feuillets, t'as 4 feuillets, t'as une colonne un quart, bon. Et puis on se bat pour, au bout d'un mois, décrocher une page. Bon. Évidemment, sur le web, tout ça n'existe pas, puisque la question du format, du chemin de fer n'existe plus. Tous les outils sont à votre disposition, et pas seulement l'écrit. On le sait, l'audio, la photo, la vidéo, la documentation, le carnet d'enquête, l'offre de preuves. Par exemple, nous, sur nos articles importants, on ajoute 2 éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle la boîte noire, c'est-à-dire une sorte de making-of du papier qui permet d'expliquer pourquoi, de temps en temps, on a recours à du off, pourquoi un tel ne nous a pas répondu, etc. etc. Et puis un autre élément qui s'appelle l'onglet prolongé, qui permet de mettre des rapports, de la documentation, des prolongements, d'autres papiers, etc. etc. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, parce qu'on dit toujours dans les formations web, ah bah oui, vous avez la vidéo, vous avez du reste tout le débat après sur le journaliste transformé en couteau suisse, je fais tout à la fois, et souvent tout moyennement. Mais l'enjeu éditorial de fond, il est bien celui-là. Il est bien ce que peut proposer un site web aujourd'hui en termes de qualité journalistique par rapport à ce que peut proposer un journal papier. Journal papier, c'est un élément plat, sans profondeur, fermé, clos. Voilà. Et vous rajoutez à tout ça, et là vous allez définitivement gagner sur le papier, si je puis dire, à tout ça, vous rajoutez quoi? Vous rajoutez vos lecteurs. Vous rajoutez vos lecteurs qui, en permanence, vont venir vous interpeller, commenter, démentir, compléter, alerter, témoigner, etc. Donc, in fine, vous avez un objet éditorial avec lequel le papier ne peut pas être concurrent. Et je crois que vraiment, il faut prendre la mesure de ce vrai bouleversement
professionnelle pour nous de ce qu'il signifie. Mais j'ai déjà trop parlé. Surtout très bien lancé le débat. Voilà. Merci. Jean, qui a formé nombre de journalistes aux nouveaux médias. Oui, je partage en grand point de vue évidemment ce que vient de dire François, d'autant plus que c'est une donnée statistique aujourd'hui. C'est une donnée statistique aujourd'hui. En 1973, 48% des 24-35 ans en France lisaient un quotidien au moins tous les jours. En 2008, il n'était plus que 17%. Donc, cette simple donnée, l'abandon général est très massif du papier, supérieur en France, pour des raisons auxquelles on reviendra dans la deuxième partie du débat, supérieur en France à ce qu'on connaît évidemment chez nos concurrents et nos voisins européens, est quand même une donnée fondamentale. La deuxième donnée fondamentale, c'est la nature de l'info qui circule sur le web. Et là, Mediapart a été relativement précurseur en la matière, mais c'est loin d'être le seul au niveau international. On s'aperçoit d'une chose, c'est que contrairement à ce qu'on a cru, contrairement à ce qu'on a partagé, et d'une certaine manière, ici, on a été relativement réticents sur cette donnée-là, c'est pas le flux qui fait le web. Le web fait l'instantané. Le flux fait l'instantané. C'est au contraire la profondeur qui fait le web. Et plus ça va, plus les outils, que ce soit les tablettes, que ce soit les portables aussi, se prêtent au format long. Aujourd'hui, 50% des vidéos de YouTube sont regardées sur téléphone portable. Aujourd'hui, on lit sans difficulté sur le web des papiers de 20 000, 30 000, 40 000 signes, papiers qui peuvent être découpés ou pas, qui peuvent être des récits longs ou pas, qui peuvent être multimédia ou pas. Bref, on voit bien que ce basculement de l'information, il est en train de se faire et que le web, effectivement, ouvre des possibilités qui sont des possibilités absolument considérables pour le renouveau du journalisme. Et c'est là que, à mon avis, se pose la question qui est la question centrale. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut le signal ? Le signal, c'est le bruit. Ou est-ce qu'on veut le signal sans le bruit ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'avoir une information qui nous apporte quelque chose de neuf et qui va nous faire réfléchir ? Le signal, évidemment, on l'a en instantané tout le temps. Téléphone mobile, alerte, machin, toute information aujourd'hui ne nous échappe plus. Quelle que soit sa nature, et souvent quel que soit d'ailleurs son intérêt. Quelle que soit par ailleurs souvent sa fiabilité. On le voit dans les différents épisodes aujourd'hui. Le dernier, étant la situation en Ukraine, en Russie et en Crimée, on voit bien évidemment que c'est du domaine du bruit, c'est du domaine de l'intoxication, c'est du domaine de la propagande, mais ce n'est pas du domaine de l'information, ce qu'on réalise sur place. Alors, face à ça, on est confronté à deux choses. On est confronté à une donnée qui est une donnée quasi mathématique, c'est-à-dire que le moteur du web, c'est encore l'algorithme et les moteurs de recherche. Et donc, les moteurs de recherche, ils vont nous imposer, entre guillemets, le mainstream, entre guillemets, ce qui remonte et ce qui est supposé correspondre au goût du public. Et de plus en plus, ils vont anticiper vos goûts, vos requêtes, etc., etc. Où est-ce qu'on va chercher du sens ? Ça, c'est la vraie question. Et de ce point de vue-là, pour le coup, je ne partage pas le point de vue de François. C'est-à-dire que, oui, moi je ne crois pas du tout à la fin du papier. Il peut y avoir des formes d'expression papier. J'achète aujourd'hui des journaux qui n'existaient pas il y a 3 ans et que j'adore. La revue Charles, Sophie. Quotidien, je parlais quotidien. Oui, la presse papier quotidienne, ça va être certainement plus difficile, ça c'est clair. Mais le papier, lui, a un très grand avenir pour un certain type de langage, pour un certain type de manière de s'exprimer, comme le web, à mon avis, a un avenir qui, lui, est par contre central sur l'information. Et je dirais là qu'on est confronté à une réalité qui est assez simple. D'un côté, il va y avoir ce qu'on connaît déjà maintenant, c'est-à-dire les géants du web, au sens Bezos, Apple, Amazon, Google évidemment, etc., etc., qui sont des géants non seulement du point de vue de leur présence sur le web, mais qui sont des géants de puissance technologique. C'est des dizaines de milliers de personnes qui travaillent aujourd'hui à inventer sans arrêt le web de demain. Donc cette puissance technologique des grands acteurs du web est évidemment centrale. Et les 3 mots-clés pour eux, c'est le mot-clé recherche, c'est le mot-clé marketing et c'est le mot-clé reconnaissance. Bon, est-ce que ça fait du journalisme ? Moi, je m'interroge réellement. Est-ce que le journalisme aujourd'hui, la question du journalisme et la question donc, qui est posée aux confrères de Libération, dans une situation de crise extrême, mais à tous les confrères aujourd'hui, est-ce que c'est pas plutôt la question de 3 mots-clés que je résumerai, et puis on pourra y revenir, autour du mot effort, parce que le journalisme va demander des efforts de plus en plus considérables, évidemment, puisqu'il est de plus en plus difficile, long, compliqué, et nécessite de plus en plus de travail.
Est-ce que le mot-clé, ça ne serait pas surprise? C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais aller voir tel ou tel média, indépendamment de mes 4 ou 5 flux que j'ai sur mon téléphone portable? Qu'est-ce qui va me faire envie d'aller à Libé, d'aller au Monde, d'aller à SoFoot ou d'aller ailleurs? Et puis le troisième mot-clé, c'est évidemment le mot-clé partage, qui pour moi est un mot-clé très différent du mot-clé reconnaissance. La reconnaissance, c'est une donnée de moteur, c'est une donnée d'algorithme. Je vais reconnaître qu'est-ce qui se lit, qu'est-ce qui se partage, qu'est-ce qui se fait vivre. La notion de partage est au contraire l'envie de partager des modèles d'information et des récits d'information. Et de ce point de vue-là, ça me semble effectivement très promoteur. Et tout ce qu'on voit sur le web aujourd'hui, tout ce qu'on se voit de novateur en termes d'information, c'est évidemment des projets qui sont construits autour du partage. Donc ça me semble un mot-clé très important pour les mois à venir et les années à venir, pour le journalisme bien entendu. Merci Jean. Donc, est-ce qu'on va avoir enfin la question que nous sommes un journal? Mais c'est quoi un journal? Libération, Isabella. Alors, je ne crois pas du tout avoir la hauteur de vue de précédents intervenants, donc vous m'en excuserez. J'ai que 5 ans d'ancienneté au journal et dans la profession en général. Ça, voilà. Alors, nous sommes un journal. Je pense qu'effectivement, c'était à la base un postulat qui était plus dans la négation, comme ce qui a été dit, c'est-à-dire on est ça parce qu'on n'est pas ça. Maintenant, on n'est pas un incubateur de start-up, le café phare du 21e siècle, etc. Ce qui pour nous est une évidence, mais pas pour nos actionnaires. Donc voilà, c'était surtout un message à leur égard. Et ensuite, une question, je pense, qui s'est vite posée à nous. Et nous, on est quoi? Et nous, on est quoi? Et nous, on veut faire quoi? Avec quels moyens? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, c'est un peu, voilà, c'est un peu les débats qu'on a aujourd'hui. Effectivement, une question qui se pose beaucoup avec la problématique du numérique, qui est une question compliquée à la Libération, parce que c'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans l'histoire du journal. On se vante beaucoup d'avoir été le premier site web, qui a ensuite été tellement sous-capitalisé, et puis avec des sous-effectifs chroniques, et puis pas des stratégies centrales de nos différents patrons. Voilà, est resté un peu comme une sorte de deuxième journal, un peu pauvre, avec des jeunes journalistes qui faisaient du desk, voilà. Donc on se retrouve avec ça. On a un journal, alors en plus, qui a été très marrant d'ailleurs, petit aparté, c'est qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se sont dit « Ah ouais, donc vous êtes un journal papier ». Parce que pour eux, journal, ça veut dire papier. Alors non, pour nous, ça ne voulait pas dire un journal papier. On pense que Mediapart est un journal, quel que soit son support. Mais il a fallu le repréciser derrière parce que vraiment ça a été un reproche assez fréquent, ce qui montre bien qu'on a tous des problèmes de définition. Et les journalistes du Libé en tout premier lieu, d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas tous d'accord et je n'estime pas être représentante de toute la rédaction, pardon, de prendre toutes ces précautions. Je pense qu'il y a quelque chose qui a manqué à Libé comme un peu partout et qui a évidemment pas manqué dans tous les projets qui se sont lancés récemment. C'est ce qu'on appelle vulgairement la recherche et développement, c'est-à-dire se poser un peu et se dire quels sont les usages. Pourquoi est-ce qu'on rachète WhatsApp des milliards de dollars et pourquoi personne n'achète Libé, ou en tout cas très très peu de gens. Qu'est-ce qui plaît aux gens? Il n'y a jamais eu autant d'échanges, de communication, de partage, comme disait Jean. Nous, on est un média, on devrait être un des tuyaux pour ça. Et or, les gens ne nous utilisent pas. On est vraiment à la marge. On est voilà pour quelques nostalgiques, quelque chose qui veut encore dire une certaine idée de la gauche, de la liberté. Mais voilà, pour les jeunes, on est rien. C'est vrai que maintenant, on a des actionnaires en plus qui nous disent qu'on est une marque. Alors voilà, est-ce qu'on est une marque? C'est encore autre chose. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas aujourd'hui, voilà ce que je disais en termes d'usage, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on peut être dans la vie des gens, à quel moment de la journée on peut être là, que ce soit sur papier, en ligne, sur mobile ou tablette. Je dirais juste que je pense que ces dernières années, ce qu'on s'est contenté de faire, c'est de dire voilà notre offre, voilà ce qu'on vous propose. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, salut. Mariana Sanchez. C'est terrible parce que c'est Isabelle qui a parlé de marque. Donc c'est quand même le journal qui... Pour le critiquer, hein. Je sais bien, Isabelle, je sais bien. Mais c'est vrai que c'est le journal dont tous, je pense que
pense qu'on est à peu près de la même génération, qui nous a tous un peu fait rêver, pour lequel on est à peu près rentrés les uns et les autres dans ces métiers-là. Et j'entends de ta bouche ce que j'ai lu dans les comptes rendus de Libération, c'est-à-dire exactement le même discours que nous avons de nos actionnaires. Titre, ça n'existe plus, on parle de marque, on parle de rentabilité. Alors tu vois, je t'écoutais en plus, on parlait de lecteurs. Nous maintenant, il n'y a plus de lecteurs, on parle de clients. On parle de clients, de monétisation, toute la journée, je pense que vous aussi, ça va venir. Pour savoir, alors, bon, en plus, par rapport à vous, et encore, moi je travaille dans un titre d'info, c'est vrai que je suis dans un groupe, on est dans le divertissement, bon, dans un autre type de presse, mais c'est de la presse quand même, hein, c'est de la presse, c'est de l'information, c'est de la culture. Et c'est vrai que nous, en 2005, il y a un monsieur qui est arrivé, qui vient de chez Orange, Didier Quillot, qui est de nouveau dans les parages, pour acheter ce qu'il peut racheter aujourd'hui sur ce qui reste de la bête, et qui est arrivé en nous disant, bah, écoutez les gars, moi il y avait des mecs qui étaient sur des fils, des électriciens, je les ai descendus, ils sont devenus vendeurs. Donc vous allez devenir vendeurs. Nous, journalistes. Il n'avait jamais vu ça de sa vie, donc il est déjà arrivé avec cette mission-là. Donc lui, il est arrivé pour essayer de faire sa révolution à lui, dans leur sens à eux, on sait qu'ils aiment bien retourner les mots, vider, faire partir l'ancienne équipe, hein, de Rob Morel, c'était peu après la mort du père Lagardère. Et donc son deal, c'était de nous faire ce fameux tournant numérique. Le tournant numérique, pour nous, ça a été très rapidement aucun moyen, à peine des sites compagnons dans un groupe qui avait des moyens énormes quand même. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu espérer qu'on parte sur une série de choses plus ou moins innovantes dans les domaines qui nous intéressent plus ou moins les uns les autres. C'est pas ça le sujet, mais aucun projet de rien. Rien du tout à cette époque-là. Le seul truc qu'ils avaient, c'est de faire des vagues sites compagnons, qui étaient des PDF, des pages, il y avait à peine du contenu enrichi. Et déjà, l'obsession de la monétisation, l'obsession de voir ce que ce lecteur pouvait devenir dans ce champ-là. Comment on pouvait en faire un consommateur de quelque chose d'autre. Donc on s'est vite retrouvé déjà dans ce cadre-là, et immédiatement plan social. C'est le premier plan social qu'on a vécu, en 2006, un an après l'arrivée de Didier Quillot. Ce plan social est en compagnie, c'est comme ça qu'Hachette est arrivé, Lagardère à l'EMI-CFD, avec des promesses de formation. Donc pas de souci, vous voulez y aller, on va vous aider. Ben, de la même façon que j'ai fait descendre les électriciens pour aller vendre des trucs dans mes magasins, et ben vous, on va vous faire aller vers le net. Tout le monde s'est formé, des formations relativement rapides, hein, en édition et en écriture internet. On va vers ça, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'ils n'avaient prévu, parce que c'est devenu un plan de départ volontaire, qui s'en vont. En sortant de ça, on veut bien, pour certains d'entre nous, aller vers les sites, non. Les sites sont dans une autre structure. Vous êtes des riches, vous appartenez au vieux monde, vous avez des mœurs de vieux monde, vous avez vos habitudes, vos RTT, vos machins, vos trucs, votre façon d'écrire, vos feuillets, vous battez pour avoir vos feuillets, enfin bon, tout ce que connaît François. Et donc, aucun reclassement, rien. Aucun transfert. Et dès le départ, et c'est pas anodin, c'est-à-dire il y a une structure parallèle qui a été mise sur pied chez nous, qui s'appelle Lagardère Digital, France, maintenant, aujourd'hui, on entend ça avec d'autres noms. Donc dès le départ, on a créé une espèce de quart-monde, d'un point de vue social, qui était nourri par nos collègues, par nos camarades, hein, des gens qui sortent des écoles, de l'ESJ, d'ici, du CFJ, à low cost, son contrat, enfin bon, une situation que vous connaissez, hein, on a créé ce type de journalisme-là, en faisant coexister ces deux mondes, depuis le départ. Et nous, on a commencé à nous solliciter pour monétiser les contenus, parce qu'on s'est rendu compte à un moment, avant la loi Hadopi, qu'il y avait un problème pour utiliser ce qu'on faisait, pour utiliser les photos, pour utiliser les textes, etc. Et donc là, on a essayé de nous associer pour piquer des contenus, pour les vendre. Non pas pour nous associer à une quelconque réflexion sur ce qu'on pourrait devenir en tant que média à cette période-là. Donc vous voyez, le débat est dès le départ pipé. Donc c'est vrai que du coup, il y a eu ce réflexe qui reprenait un peu le reproche qui vous a été fait, la réponse qui vous a été faite, nous sommes le 21e siècle, alors que vous vous dites nous sommes un journal. C'est pareil, nous on était le siècle d'avant parce qu'on ne voulait pas y aller à n'importe quel prix pour faire n'importe quoi. Et surtout qu'on demandait dès le départ à être associé à cette réflexion-là. Même si, bon, c'était une réflexion qui était très mercantile chez nous, hein, mais on pensait qu'on pouvait en faire autre chose. Donc c'est vrai que tout ça est mal parti, qu'il y a eu très peu de transferts. Aujourd'hui, bon, est arrivé, c'est-à-dire qu'en plus, il y a eu ce premier temps où il y a eu, je vais vite, des sites compagnons. Quand on a commencé à essayer de demander notre dû là-dedans, tout ce qui a été essayé de nous être arraché, c'est nos contenus, nos photos, hein, pas une participation à tout ça. Qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de stratégie de groupe, hein, on continue avec l'obsession de la monétisation, c'est vrai que la seule obsession, c'est
c'est de voir, vous avez vu les acquisitions qui ont été faites par le groupe Lagardère ces dernières années, ce ne sont pas des acquisitions dans le rédactionnel, c'est billet réduc, c'est des trucs pour vendre, des trucs d'occasion. Donc on n'avance pas, même s'il y a des choses qui sont faites dans certaines rédactions, on en reviendra après, hein, dont la mienne, moi je vais vous parler de ce qu'on a pu faire au JDD plus tard. C'est vrai que ça a été fait par des volontés un petit peu individuelles des uns et des autres, de certains individus qui sont battus avec des bouts de ficelle pour faire des choses. Mais la stratégie du groupe, c'est on se développe dans la mesure où on peut en faire du commerce et du client, vendre quelque chose. Mais voilà, on en est là, avec un plan social sur la tête. Est-ce qu'il n'y a pas, à l'heure du numérique, une autre approche de vous, de nous, de tous les gens qui aiment bien la presse et qui ont besoin de s'informer? Dominique, Yaro. Alors, moi je voudrais dire 3 choses, du coup, mais vraiment très, très rapides. La première, c'est que dans le débat sur... Alors, moi, venant des travaux sur Internet, des usages Internet, etc., dans les années 2000, il y avait une grande crainte, c'était un peu une sorte de panique morale, c'était tous producteurs d'informations. Donc, c'était le grand débat sur le journalisme allait disparaître. Au-delà du débat sur le papier, dans l'idée que les internautes étaient producteurs d'informations. Alors moi je pense qu'il faut dire là, à rebours du discours un peu prophétique triomphal sur la révolution numérique, c'est que non, voilà, maintenant on le sait, et puis maintenant c'est bien prouvé, et puis maintenant je pense que vous en avez l'expérience. Les internautes, les blogueurs, les très sympathiques innovateurs du web ne produisent pas de l'information. Et je pense que c'est vraiment important de faire ce constat pour voir que du coup ça rend encore plus légitime la fonction de producteur d'information. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris, nous sommes un journal, c'est-à-dire nous sommes des gens dont la profession est d'aller enquêter, chercher de l'information, être au cœur de l'actualité, la rendre disponible. Et les fameux internautes citoyens ne se sont pas avérés de bons producteurs d'information au sens de l'actualité, hein, au sens de ce travail continu, de suivi de l'actualité et puis de l'enquête liée à l'actualité. En revanche, évidemment, les blogueurs experts, blogueurs spécialisés, communautés, etc., produisent des informations spécialisées de tous ordres, qui là, à mon avis, débordent souvent l'espace de la production d'informations, telle que l'entend la profession journalistique habituelle. Alors, si les internautes ne produisent pas d'informations, en revanche, ils produisent quelque chose d'autre et de très important, qui est du commentaire. Ils produisent une sorte d'herméneutique continue, d'interprétation, de discussion, et je pense que c'est une chose qui est assez essentielle et qui vis-à-vis de la profession a de temps en temps, je crois, bousculé un petit peu les codes professionnels avec ces gens qui critiquent, ces gens qui commentent, ces gens qui disent qu'on s'est trompé dans les chiffres, ces gens qui viennent nous dire un truc mais qui n'est pas tout à fait sûr, mais voilà. Et donc dans cette production de commentaires, se joue quand même quelque chose de nouveau, je crois, et c'est le deuxième point auquel je suis assez sensible, c'est que ce que le web a apporté, si on ne réduit pas, ce qui a été très bien dit aussi, le web à l'idée du flux, hein, comme si le web était simplement une sorte de truc de vitesse, alors même que c'est d'abord une bibliothèque, hein, une énorme bibliothèque qui s'enfonce de plus en plus dans la profondeur historique même de la numérisation du monde, des données, de plein de choses anciennes, c'est qu'il y a une transformation des formats d'énonciation journalistique et que ces transformations des formats d'énonciation journalistique, ils se font au contact de la capacité, des possibilités interactives qui sont données aux lecteurs, internautes, de commenter, discuter, etc. Et donc je crois que ce qui est assez innovant dans la production journalistique, bon, Mediapart on est évidemment l'exemple parfait, hein, mais il y en a d'autres, c'est de trouver de nouveaux formats qui soient plus courts, plus longs, plus documentés, plus en prolongement, etc., mais qui modifient le style journalistique, qui modifie son énonciation. Moi, j'ai toujours été fasciné dans les premiers journalistes blogueurs, me racontaient toujours que la première surprise, c'est dire « je ». Hein, c'est aussi d'entrer dans des modes de narration, des modes d'instauration de la relation avec le public qui ne passaient pas par la troisième personne distanciée apprise dans les écoles, mais qui pouvaient le faire de façon très experte, mais qui pouvait aussi passer sous d'autres formats d'énonciation de façon forte. Et ça, je crois qu'on le doit à la libération des formats, qui était quand même une contrainte, enfin, se libérer de la contrainte des formats pour en réinventer d'autres, pour en déplacer les cadres, me semble être une chose importante. Puis le troisième point que je voulais aborder, mais je le lance dans le débat après, moi je suis tout à fait prêt à y revenir, parce que c'est mon sujet de recherche en fait, c'est la question des algorithmes et des classements. C'est que je crois qu'évidemment, le débat sur la révolution numérique, c'est un débat essentiel, et là, qui est crucial, qui est vraiment très important.
sur la question de la visibilité, de l'effet, de la fonction d'agenda en fait que remplissaient traditionnellement les médias traditionnels en faisant de la hiérarchie de l'information et du rubricage. Désormais, le rubricage, il est produit dans une sorte de désordre un peu déstabilisant. Alors, moi, je crois que cette fonction du bruit, d'une certaine manière, maintenant, les internautes l'assument, le comprennent, et le comprennent beaucoup mieux qu'on le croit de façon un peu paternaliste. Quand on regarde leurs usages en disant on va leur faire des trucs simples et bien rangés, en fait, leur mode de navigation assez bricolé et sauvage sont parfois, en fait, guidés par des choses qu'on arrive à retrouver quand on les suit ou quand on les interviewe, mais qu'il y a des nouveaux formats de classement et qu'il faut y être très attentif. Et moi, ma perspective, alors je le dis très vite, c'est que, bon, il y a la question des grands opérateurs de classement, hein, et notamment Google, hein, pour le dire clairement, dont l'algorithme n'est pas si, je vais le défendre à l'instant, n'est pas si bête que ça. Et qui ne répond pas uniquement, contrairement à ce qui est dit, à la popularité, hein, il répond à quelque chose. La reconnaissance pour Google, c'est un principe effectivement statistique, mais qui a en partie du sens. Hein, c'est de reconnaître l'autorité d'une information parce qu'elle a été beaucoup citée. C'est pas complètement idiot. C'est pas complètement idiot si on ne prend pas au pied de la lettre. Hein. C'est comme les chercheurs qui sont évalués avec le H-index. C'est complètement idiot si on distribue le budget de la recherche aux laboratoires qui ont des chercheurs qui ont un très bon H-index, mais un chercheur qui n'est pas présent dans le H-index, ça veut aussi dire qu'il y a quand même quelque chose avec les publications qu'il produit. Donc c'est à la fois un signal et en même temps à ne pas prendre automatiquement comme une règle. C'est plutôt dans l'interprétation des signaux qu'on voit l'algorithme que les choses sont importantes. Mais ce que je voulais dire, vraiment pour finir, c'est qu'il y a quand même deux principes de classement actuellement en compétition, très forts. Il y a celui de la reconnaissance par l'autorité que produit Google avec tous les débats et le monopole de Google, et je pense chose dont on peut parler. Et il y a les réseaux sociaux, hein, et les réseaux sociaux, c'est pas du tout de l'autorité. C'est un autre principe d'organisation, c'est qu'une partie des flux circule à partir des affinités que les internautes ont créées avec un réseau de gens auxquels ils se sont abonnés et qui leur désignent à eux-mêmes et qui se désignent mutuellement les flux d'informations avec un risque souvent mentionné dans les travaux de recherche là-dessus d'une sorte d'enfermement communautaire, hein, c'est-à-dire à l'intérieur d'un espace où finalement les informations qui nous sont soumises nous surprennent sans vraiment nous surprendre parce que en fait, en fonction des choix homophiles qu'on a fait des gens à qui on s'est abonné, on voit des proximités sociales et culturelles et surtout idéologiques avec ses propres choix. Et donc il y a ce risque qui est toujours très présent. Voilà, je m'arrête.